osmotique, c'est important, avec le principe actif A. Sachant que A est une base faible, pareil, vous surlignez base faible, liée à 5% aux protéines plasmatiques, pareil, on surligne 5% aux protéines plasmatiques, exclusivement éliminée par excrétion urinaire, on surligne exclusivement éliminée par excrétion urinaire. On examine les conséquences éventuelles de l'administration simultanée de B et de A sur l'activité de A. Donc là, on va prendre chacune des conséquences une par une. Du coup, item 1. Si A est administré par voie intramusculaire, tandis que B est un inducteur enzymatique, administré par voie orale, et totalement absorbé par cette voie, alors l'activité de A sera minorée. Est-ce que quelqu'un a une réponse? C'est des réponses. Si quelqu'un pouvait prendre la parole et m'expliquer pourquoi c'est vrai ou c'est faux, ce serait incroyable. Bon, personne. Il n'y a personne qui veut te répondre. Personne ne peut rien, c'est génial. Ok, bon déjà, est-ce que vous pouvez répondre à plus belle si c'est vrai ou si c'est faux? Dans le chat. Je crois qu'il y a une réponse. C'est faux, non? C'est faux, ouais. C'est exactement faux. Ok, pourquoi c'est faux? On a dit que A était éliminé exclusivement par voie rénale. Donc, si c'est exclusivement par voie rénale, un inducteur enzymatique n'aurait pas d'effet. Parce qu'on injecte en intramusculaire. Donc, dans tous les cas, ça n'a pas d'effet. Je ne sais pas si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, dites-le moi. Sinon, on passe à l'item 2. Si B diminue le pH urinaire, l'activité de A sera majorée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Pareil, si vous pouvez me répondre, ce serait cool. Ah. Attention, galère. C'est faux. C'est faux, effectivement. Pourquoi? Parce que si on diminue le pH, on va rendre le truc acide. Du coup, ça ne sera pas majoré, mais minoré, parce qu'on se rappelle qu'on avait une base faible. Savoir que ce QCM, ils tombent tout le temps et c'est tout le temps le même. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Enfin, là, les questions 1 et les questions 2, c'est tout le temps la même chose. Donc, faut savoir y répondre. Ça les a tombé très, très souvent. Ok, on passe à l'item 3. Si B réduit la filtration glomérulaire, alors l'activité de A sera majorée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vais aller voir aussi. Ouais, merci. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Personne ne répond en fait. Ou alors, je sais pas, faut pas. Bon, du coup, c'est vrai. Pourquoi? Parce que si on diminue la filtration glomérulaire, ça veut dire qu'on va moins filtrer. Donc, si on filtre moins, il y a beaucoup plus de principes actifs qui passent. Donc, du coup, ça va être majoré. Ok, item 4. Si B diminue le volume de distribution de A, alors l'administration de A en présence de B conduira à un effet agoniste sur l'activité de A. Pardon, je galère. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai pas compris pour la 2 avec le pH. La 2 avec le pH, ok. On se rappelle que A, pardon, c'était une base faible. Donc une base faible, si on diminue l'acidité du milieu, elle va être non ionisée. Donc si elle est non ionisée, on fait pas, enfin l'activité elle va être minorée, elle va moins marcher parce que on a non ionisé un truc qui devait être ionisé. Donc du coup ça marche pas ça et du coup l'activité va être minorée et pas majorée. C'est bon. On revient à l'item 4 du coup. L'item 4, on avait dit, est-ce qu'on a dit que c'était faux? Peut-être, ouais, je vous le dis. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que si on diminue le volume de distribution de A, ça veut dire que il y aura un effet antagoniste. B aura un effet antagoniste sur l'activité de A. Est-ce qu'on va diminuer le volume, donc du coup, ça va moins diffuser dans ce volume-là, et du coup, l'activité va être diminuée. Je vous l'explique avec mes mots à moi, je vous l'explique pas de manière scientifique. Je ne sais pas si ça vous va. Alors, on passe à l'item 5. Si B présente...
Pas me voir. Donc, je ne fais que parler là, franchement. Si B présente une affinité pour les protéines plasmatiques de 99,99%, alors l'activité de A sera majorée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais. Ah bah c'est faux. Oupsie. Pourquoi je pensais que c'était vrai? Je sais pas qui, mais... Carrément, c'est faux. Attends. Pas de réponse, ok. Bon. Alors, pourquoi c'est faux, du coup? On se rappelle que dans l'énoncé, on avait surligné que A était lié à 5% de protéines plasmatiques. Donc 5%, c'est déjà très très faible, c'est pas beaucoup. Du coup, si on rajoute un principe actif B qui est lié à 99,99%, on peut se dire que ça va majorer l'activité parce que c'est plus grand, c'est plus élevé, sauf que notre principe actif est déjà très peu lié aux protéines plasmatiques. Donc en fait, ça va juste rien changer à notre situation. Donc ça va pas avoir d'effet. Est-ce que c'est clair? Ensuite, on va passer à la question 2. Donc, c'est la même chose, encore une fois, avec des situations différentes. Donc, on reprend. Le principe actif 1 a conduit à des interactions de nature uniquement pharmacocinétique avec le principe actif B. Pareil, vous voyez, c'est la même phrase. Vous regarderez dans les annales, c'est la même phrase aussi. B est non ionisable au pH physiologique, lié à 98% aux protéines plasmatiques. Donc, on retient B non ionisable et lié à 98%. Et il est éliminé uniquement par métabolisation. Et là, on examine les situations. Si A présente une affinité pour les protéines plasmatiques de 99%, alors l'effet de B sera majoré. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Quoi? Ton micro il marche, tu peux me répondre. Ouais. Ouais. Je sais pas si les autres ont compris, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on va vous mettre plein de fiches qui vont arriver, plein de blocs supplémentaires. Il y a un peu de trucs qui arrivent, mais voilà, mais il faut comprendre. Ok, maintenant item 7. Si A augmente le pH des urines, alors l'effet de B sera majoré. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et là, je veux que tout le monde me réponde. Personne n'a réponse. Les problèmes des micros là. On reprend la consigne. C'est faux, c'est faux. C'est faux? Ouais, c'est bien. On reprend la consigne, on avait dit que B était non ionisable. Donc du coup, les changements du pH, on s'en fout parce que c'est non ionisable. Voilà. Suite, item 8, si A est un inhibiteur enzymatique et que A est administré par voie intramusculaire, alors l'effet de B sera majoré. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je suis un peu seule en fait. Faux. C'était vrai. Pourquoi tu pensais que c'était faux? On se rappelle que B était éliminé par métabolisation. Du coup, si... Ok, attendez. Ok, il y en a raté en fait, t'avais raison, c'était... T'avais raison, j'ai rien dit. Moi, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas livré, mais il y a un petit raté. Regarde. Ok, du coup, item 9. Si A et B sont administrés par la voie orale et absorbés par transport actif par les mêmes transporteurs, alors l'effet de B sera inchangé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. C'est faux. L'effet de B il va diminuer. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'ils vont être administrés par voie orale, donc même voie, et ils vont être absorbés par le transport actif et par le même transporteur. Du coup, les deux, ils vont se mettre un peu en compétition en mode c'est qui va y aller le premier, et du coup, l'effet va être minoré.
il y aura un peu les bouchons, ils vont galérer à y aller. Je sais pas comment vous pouvez imaginer ça. Et du coup, ils vont galérer et du coup, l'effet va être diminué parce qu'ils vont être bloqués à attendre les transporteurs. Ok, ensuite, step 10. Si A et B sont administrés par voie orale, A étant absorbé par transport passif, tandis que B est absorbé par transport actif, alors l'effet de B sera malheureux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Faux. Un des deux. Un des deux. Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre à l'oral, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, allez-y. Ouais, vraiment, n'ayez pas peur, c'est enfin, je vais pas vous manger. Ok, bon, c'est pas grave. C'est vrai qu'on parle de transport passif, donc il n'y a pas de compétition. Ouais, mais. Ouais. Parce que B est lié aux protéines à 98%. Bah, en fait, A, on a dit que c'était par transport passif. Et on a dit que B, c'était par transport actif. Du coup, ils n'utilisent même pas la même voie. Oui, il n'y aura pas cette histoire de compétition. En gros, ils vont chacun utiliser leur petite voie, et du coup, l'effet va juste être changé. En fait. C'est OK pour tout le monde. Après, on va passer à la question 3. Et du coup, la 8, elle était vraie. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a un inhibiteur enzymatique pour les films majorés. Ah oui, putain, oui, bah, Ouais. voilà. Bon, ok, voilà. Oui, mais bien pas d'errata. Il n'y a pas de Avec pas d'errata. C'est la RM qui fait des errata. Alors, du coup, on va passer à la question 3. Donc, question 3, quelles sont les réponses exactes? La barrière hémato-encéphalique est très perméable au principe actif. Ainsi, même si le cerveau est assez bien irrigué, il reçoit très peu de principes actifs administrés par voie intraveineuse. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Faux. Pourquoi faux? Elle est perméable. Alors, du coup, elle est perméable, c'est ça? Ouais, c'est la justification. Ok. Alors, c'est faux, mais la justification, elle n'est pas très exacte. Mais c'est quand même faux. T'as quand même la bonne réponse. Alors, elle est très peu perméable, parce que, en fait... Voilà, peu... Ah, bah, voilà. C'est juste moi qui sais pas lire, en fait. Alors, du coup, elle est peu perméable. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est un tissu qui a la capacité, vraiment, à des petites doses, de vraiment être endommagé par le CO2, etc. Donc, il faut vraiment qu'il soit peu perméable au principe actif. Et même, donc, s'il est peu perméable au CO2, il est aussi peu perméable au principe actif. Donc, la réponse, elle est bien faite. Maintenant, l'irrigation sanguine est très variable en fonction des organes, mais grâce à de nombreux mécanismes compensatoires, le principe actif administré par voie intraveineuse est présent en quantité identique dans chaque organe. Faux. Pourquoi faux? Encore un faux. C'est bien de dire faux, mais pourquoi? Il faut des justifications aussi. Ils sont en train d'écrire. Si c'est hydrophile ou hydrophobe. Non, c'est la première partie. Il y a plusieurs tomes. Tissu même ou tissu gras, point d'interrogation. Ouais, donc la deuxième, elle est vraie. En fait, en gros, faut savoir que quand on introduit un principe actif en voie intraveineuse, d'accord, elle va aller dans tout le corps, mais elle va aller sélectionner des parties du corps. C'est pour ça qu'on parle du volume de distribution. En fait, le volume de distribution, il va nous dire en fait dans quel tissu va aller le principe actif. Si il est à peu près au niveau du sang, donc si le VD il est environ égal à 5 litres, bah, du coup, il va aller dans tout le corps humain en fait. Mais si jamais il est vraiment proche du poids de l'individu, ou alors qu'il est vraiment élevé, il va aller dans un tissu spécifique. Donc on voit bien qu'il y a bien une différence entre les organes et entre les tissus. Donc la 12, elle est bien faite. Alors, la 13 maintenant. Le rein est un organe faiblement irrigué, ce qui rend difficile le traitement d'une infection rénale par voie intraveineuse. Faux. Pourquoi faux? Prenez la parole au lieu d'écrire, parce que c'est la justification, elle met du temps ensuite. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez parler, pas de problème. Il est bien irrigué, fortement. Ok, ça va, très bien. Bah, le rein, forcément, c'est lui qui filtre le sang. C'est un des gros filtres du sang avec le foie. Donc forcément, il faut que ce soit bien irrigué. Il doit faire son boulot.
Donc, du coup, le 13, c'est bien faux aussi. Par contre, si jamais à la base du rein, ça aurait été par exemple l'os est très faiblement irrigué. Donc, du coup, là, la réponse aurait été vraie. Du coup, la 14, le flux sanguin exprimé en millilitres par minute est le seul facteur impactant la distribution des principes actifs. Ah, il y a un bug où il va pas répondre. Non, il est marqué Est-ce que faux, tu as envie faux, de la- non. La connaissance, je sais qu'elle est pas ouf, mais. Bon, allez. Alors, le 14, du coup, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Toute la question. Très bonne question. Très, très bonne question. Non. Attends, il y a aussi le volume de je sais pas quoi. Volume de distribution, très La bien. distribution, oui. Très bien aussi. Donc, en gros, le flux sanguin, d'accord, c'est une caractéristique importante, en fait, la distribution de principes actifs, mais aussi le volume de distribution, comme j'ai expliqué plus tôt avec les tissus gras, les tissus mous, s'ils vont aller dans le corps humain, s'ils vont aller dans un organe particulier. Donc, il y a bien un autre critère. Est-ce qu'il y en a un autre encore? On a la vitesse d'apport et concentration. Ok, la concentration aussi. Donc, si on va avec plus de concentration, forcément, il va plus y avoir de produits dans un organe en particulier, par exemple. Et il y en a d'autres qu'il y a dans le cours, ne vous inquiétez pas. Donc, la 14, elle est bien fausse aussi. Et maintenant, la 15, l'endothélium vasculaire est très perméable aux principes actifs. Oui. Ouais. Bah, du coup, en fait, le principe actif, forcément, il doit aller au niveau des tissus. Donc, moi, il faut que l'endothélium, donc la paroi des vaisseaux doit être assez perméable pour voir que le principe actif passe au travers de ces tissus. Donc, la 15, elle est bien vraie. Je vais laisser la place à une mec qui va faire le 4. Ok, je vais avoir besoin de points. Par contre, faut parler, faut pas écrire, parce que écrire des unités, c'est compliqué. Ok, on prend la question 4. Du coup, là, pharmacocinétique, c'est tout plein de calculs. Moi, franchement, j'ai kiffé, parce que j'ai préféré le S1 ou S2. J'avais trouvé les cheveux longs, mais j'ai préféré les calculs au par cœur. Du coup, bah, j'aimais énormément. Donc, aimez avec moi, s'il vous plaît. Ok. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de tout le temps marquer toutes les infos que vous avez. En pharmacocinétique, surtout dans votre brouillon, utilisez-le à fond parce que des petites erreurs d'inattention, ça arrive super vite. Donc, au tout début de votre brouillon, marquez toutes les infos que vous avez parce que c'est souvent des exercices, donc des questions qui se suivent, donc des trucs à réutiliser. Du coup, on administre à un patient sain une dose d'altag de 250 mg. Pour barre, dosée égale 250 mg. Ça, vous allez le voir. Faut que j'écris plus sur Un peu plus. un peu plus. Ok, et on nous dit que c'est un principe actif par voie IV. IV, dans votre tête, il faut que ça passe. Boum, d'un coup. IV, ça veut dire que la fraction, le F, la biodisponibilité, est égale à 100%. Ça, c'est super important. Là, je crois qu'on pose dessus dans cet exercice, mais c'est super important. Tout le temps, dès que vous avez le mot IV, c'est égal, F est égal à 100%. Ça passe boum dans votre tête. Ok, on sait que D a un volume de distribution de 35 litres. 35 litres. Ok, et une concentration minimale efficace de 0,75. On dose sur une période de 24 heures la quantité de thé éliminée dans les urines du patient qui s'élève à 168 mg. On sait aussi que la demi-vie d'élimination de thé est de 11 heures. Donc pendant que j'écris les infos, quelqu'un me répond à l'item 16, donc du coup la concentration plasmatique initiale est de C0 égale à 7. Ouais. On cherche C0. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? S'il vous plaît, ne laissez pas seul. Et vos micros, ils marchent, hein. Non, je rigole. Moi, je vais pas faire ça, on peut le pomper. Est-ce que quelqu'un peut lui donner la formule? Vrai, je suis pas sûr, mais j'ai utilisé la formule C0 égale 2 sur VD. C'est ça. Très bien. Du coup, on a dit la formule, tu m'as dit C0 est égal à 12 sur le VD. Est-ce que quelqu'un peut me faire le calcul? Ça donne 7,14 mg par litre. C'est ça. Alors, du coup, vous allez voir la correction, on vous a mis que la une a été fausse. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me trouver une raison valable?
Non, il n'y a pas de raison. Ah, il y a des gens qui sont en train d'écrire. Bah, c'est pas 7. Bah, si. 7,14. Non, bah, ils n'ont pas d'autres idées. Ok. En gros, on vous a mis faux parce qu'on voulait vous faire réfléchir et vous dire que c'est super important de faire attention aux chiffres significatifs. Les professeurs, là, ils vont pas faire des grosses erreurs comme ça. Enfin, 7,1, ils vont pas vous le faire. Ouais, bah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui. Il a raison. Il est super. Du coup, bah, faites attention aux erreurs des chiffres significatifs. Donc là, je suis pas sûre que ça va tomber, mais on vous fait quand même un petit rappel de la team physique qui vous dit de faire attention aux maths. Faites gaffe. Voilà. Du coup, on a mis faux, et du coup, bah, la 17, elle est fausse aussi. Et on passe à la 18. La fraction de D excrétée par les urines est de 67%. Comment est-ce qu'on calcule une fraction excrétée par les urines? C'est à l'aide d'une formule qui est dans votre cours. On ne doit pas utiliser la demi-vie. Chimie. Quelqu'un a la formule de comment calculer la fraction? T1 demi égale ln de 2 sur K. Ça, c'est pas pour... Enfin, c'est pour calculer la demi. Mais on va l'utiliser dans quoi, la demi? Et en plus, K, on l'a pas. Je suis mort. Bon, je vais vous donner la réponse. Dans votre cours, on a des trucs de Q. Q, c'est la quantité. Ça, Oui, j'ai pas été mal placé, bon. C'est la quantité excrétée. Et nous, on veut la quantité excrétée dans les urines. Donc, dans les urines, c'est petit 2. Si ça aurait été quantité métabolisée, ça aurait été un petit 3. Du coup, bah, on va reprendre quantité excrétée, je vais éviter de le dire parce que ça rigole derrière, en 24 heures. Parce qu'on nous a dit qu'en 24 heures, c'est génial, on avait éliminé 168 mg. Donc, on va prendre la quantité excrétée en 24 heures, qui est égale à F fois F, c'est F excrété, fois la dose, fois 1 exponentielle de moins KT. Donc, c'est un peu des formules un peu chiantes, mais vous les apprenez une fois et vous pouvez savoir vraiment facilement après. Et du coup, qu'est-ce que c'est que F? F, c'est F excrété dans les urines, c'est K12, donc la constante d'expression des urines. Je sais pas raconte, mais bref, sur K. Et ensuite, bah, du coup, on va chercher à partir comment on fait. C'est déjà, comment on a K, comment on a K12, du coup. Je sais pas si quelqu'un se met s'il vous plaît. J'aimerais bien que vous participiez en fait. Est-ce que quelqu'un voit un lien? Bah, en fait, c'est ce que je voulais dire. Avec la formule du T. Ah, avec la formule du T1 demi. Ok, ouais. Du coup, je vous la redonne. T1 demi égale ln de 2 sur K. Et du coup, K est égal. Attends, faut que je la retrouve. Du coup, c'est égal à ln de 2 sur... Non, fois T1 demi. Qu'est-ce que je raconte? Non, N2 sur T1 demi. C'est ça. Et du coup, ça nous donne... J'ai pas encore fait le calcul. Ah, t'as pas fait le calcul. Est-ce que quelqu'un a fait le calcul? Elle peut pas tout donner. Il faut que quelqu'un me donne la valeur. Tout le monde participe. Non, on ne peut pas. Ouais, c'est pas grave. Ça fait 0,063. Ah, et quelqu'un qui l'avait dit. Ah, génial, merci. Ah, quelqu'un l'avait dit, mais sans utiliser la touche majuscule.
C'est trop parfait. Du coup, on reprend la fin. Moi, je voulais pas effacer ça. Je vais effacer ces zéros. On a dit qu'on gardait toutes les valeurs pour après. On prend du coup f, donc f exprimé, est égal à Q, donc la quantité exprimée en 24 heures, sur la dose, fois 1 moins exponentielle de moins 4. Tac, tac, tac. Du coup, là, Q exprimé en 24 heures, on a dit que c'était quoi? Alors, c'est quoi la valeur? Vas-y, sinon tu lèves la main. Super. Sans qu'on écrive. Non, ça n'existe plus. On a dit qu'en 24 heures, la quantité récupérée dans l'insuline, c'était 168 mg. Bah, notre quantité exploitée de l'insuline, ça sera 168 mg. Je vous mets les valeurs, mais enfin les unités, mais on s'en fiche un peu. Sur la dose, notre dose, c'est quoi? On reprend notre magnifique récap de tous les trucs qui nous étaient donnés dans le big énoncé. Dose égale 250 mg. Fois 1 moins l'exponentielle de moins k. Donc là, on a écrit juste avant. 0,063 fois t, donc t en demi. Et tout ça, ça vous donne. Est-ce que quelqu'un est rapide et m'a déjà fait le calcul? S'il vous plaît. Bon, j'espère que vous avez trouvé. Mais c'est 0,86. Bon, 86%. Donc, on a 86% qui sera excrétée, enfin, la fraction excrétée par les urines sera de 86%. Ou, bah, c'est faux parce qu'on avait dit 67. Check. Ensuite, on nous demande la fraction de démétaboliser. Comment on fait notre truc de métabolisation?
Donc ici, on va noter Q3 à l'infini. Donc c'est-à-dire à l'infini, ça veut dire que on considère qu'en fait que le temps est à l'infini parce qu'il reste quand même du produit dans le corps, mais on considère que tout le produit a été métabolisé. Donc Q3 à l'infini, c'est quoi? C'est alors ça. Donc ça, il faut vraiment que ça pop-up dans votre tête, c'est que K13 K fois la dose, ça vaut la dose métabolisée à l'infini. Donc le K13 sur K, c'est quoi? Le K13 sur K, c'est la fraction métabolisée fois la dose. Donc, ici, le K13 et le K. Est-ce qu'on a le K13? Ok, on peut le retrouver. Comment on peut le retrouver? La réponse. Avec K est égal K12 plus K13. Alors, on peut le retrouver comme ça, mais le problème, c'est qu'on n'a pas K12. C'est le problème. Mais il y a une autre solution. Si on me pose la question, c'est que forcément, on peut le trouver. Rappelez-vous de la question, la dernière question. On avait calculé un moment de fraction métabolisée. Le 0,14. En gros, ça là, on connaît déjà, ça vaut 0,14. Parce qu'on avait dit que 14% du médicament est métabolisé. Donc la fraction métabolisée, c'est forcément 0,14. Et comme le F de la fraction métabolisée, ça vaut 43 sur 4, bah forcément, on peut retrouver le 43 sur 4. Parce que c'est juste ça. Donc on remplace le 43 sur 4 par 0,14. C'est compris? Ok. Du coup, on va faire 0,14 fois la dose. La dose ici, c'est 200 mg. Et c'est pas 250 mg. Du coup, c'est 0,14 fois 200 qui fait 28 mg. Donc 28 mg, alors ça correspondait à la 22. Oh, voilà. Maintenant, pour la 23. En administrant une dose d'attaque de 250 mg, donc là, on repart sur le 250 mg. La durée d'action de Z est égale à 35,7 heures. Alors, une autre formule très importante du cours, vraiment, il faut vraiment que vous la reteniez. Ça tombe tout le temps en examen. Taux, c'est la durée d'action. C'est égal à ln de la concentration 0, donc au tout début, moins le logarithme newtonien de la concentration minimale efficace sur K. Donc ça, c'est vraiment hyper important à apprendre. On peut la retrouver, mais c'est trop long et en examen, on n'a pas trop le temps quoi, en une heure de retrouver une formule comme ça. Du coup, la dose d'attaque, c'est 250 mg. Donc, le C0, on l'avait déjà, c'est celle qui est dans le dernier MC, et on l'avait calculé également. Donc, c'était le 7,1. Donc, ln de 7,1 moins ln de la concentration minimale, on l'avait vu, c'était 0,75 mg par litre, ça ne change pas. Et le K, est-ce que le K, on l'a? Oui. Comment? Parce que là, dans les dossiers, je ne le vois pas, moi, le K. Ça rigole bien, regarde. Ça rigole bien, hein. 0,067. Comment tu l'as trouvé? Je sais, je le fais exprès. 0,063 tout à l'heure. Ouais, avec le ln de 2 sur T1 demi. Donc du coup, ici c'est bien 0,063. Et on retrouve bien 35,7 heures. Donc ici, c'est pas des heures moins 1. Alors, attention. 35,7 heures. Donc ici, la réponse 23, elle était vraie. Maintenant pour le 24. En administrant une dose avec de 300 mg. Donc là, on rechange de dose encore. La dose ici, elle vaut 300 mg.
La durée d'action de Z est égale à 35,7 heures. Alors, franchement, je pense que cette question, on n'a même pas besoin de calculer. Forcément, si la dose, elle change, la durée d'action, elle va augmenter, elle va baisser, elle va pas changer. Comment elle va évoluer? Diminuer. Pourquoi elle va diminuer? Si tu augmentes la dose, tu augmentes la concentration de principe actif dans le sang. Donc si tu l'augmentes, forcément la durée d'action, elle va augmenter. C'est comme la demi-vie. Si on augmente la concentration en principe actif, forcément on augmente la demi-vie. C'est bon? Parce qu'elle mettra plus de temps à éliminer le principe actif, si on en met plus. Ça vous va? Ok. Du coup, on n'a même pas besoin de calculer. Forcément, elle sera différente de 35,7 heures. Donc, la 24 est fausse. Mais si vous voulez, on peut faire le calcul quand même. Le taux aussi, il va valoir ln de C0 moins ln de Cmin sur 15. Mais là, il y a un truc qui change. Le C0, il change. Pourquoi? Comme on change la dose, on avait dit que le C0, c'est dose sur le volume de distribution. Alors, le volume de distribution, il ne change pas. Par contre, la dose, elle va changer. La dose ici, elle passe de 250 à 300 mg. Donc, c'est là où ça change, où le temps d'action change. Donc, ici, on va faire ln de la dose sur VD moins ln de Cmin sur 4. Par contre, le reste des valeurs ne change pas. Le C minimum ne change pas, c'est 0,75. Le K ne change pas, c'est 0,063. Donc ici, on va faire le calcul. Ça va donner ln2, la dose c'est 300 mg. Le VD, il ne change pas, c'est 35. Le C minimum, il ne change pas, c'est 0,75. Et le K vaut 0,063. Et le taux ici, on obtient... Quelqu'un fait le calcul? Non. Bon. Bah, 38,7 heures. Donc ici, on voit bien que c'est différent par rapport au premier. La 24 est fausse. Maintenant, la 25, lorsqu'on administrera une dose d'attaque de 250 mg, la dose d'entretien nécessaire à la poursuite du traitement sera de 223,75 mg. Alors ici, je vais passer parce que... Là. Alors les valeurs sont dans l'énoncé. Donc ici, on va faire appel à une autre formule. La dose de maintenance ou d'entretien, c'est pareil, ça va être la dose administrée au début, moins la quantité qui reste. En fait, le Qmin, c'est quoi? C'est la dose correspondant à la C minimum efficace. C'est-à-dire qu'en gros, quand on atteint la concentration minimale efficace, c'est la dose du médicament qui reste dans le corps. Donc, on a la dose, on avait dit que c'était 250 mg, donc là on reprend la dose qui était donnée dans l'énoncé. On n'a pas le Qmin, on ne connaît pas. Donc on va calculer le Qmin. Le Qmin c'est quoi? C'est la dose. Qmin c'est quoi? C'est la concentration minimale fois le volume de distribution. En fait, on se base sur cette formule-là. Dose, C0, c'est dose sur VD. Ici, la dose, ça va devenir le Q minimum. Le VD ne change pas, et le C0 va devenir le C min. En fait, on se base sur vraiment la concentration minimum. Donc ici, le C0, c'est pas le minimum, et la dose, c'est ce qu'il y avait au début. Donc on remplace la dose par la quantité minimum, et on remplace la concentration C0 par la concentration minimum. Ça va pour vous? Je l'explique. Ok. Du coup, on va calculer la quantité minimum. La concentration minimum, on l'a, c'est 0,75. Le VD ne change pas, 35. Ça va donner 26,25 mg. Donc maintenant, on peut avoir la dose d'entretien. La dose d'entretien, ça va être quoi? Ça va être la dose de 250 mg moins 26,25. Et on obtient bien 223,75 mg. Ça peut être bien
Pas pour vous? Il y en a qui demandent, si j'ai bien compris, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste C minimal efficace fois VD. Mais justement, c'est ce qu'on a fait. Non, mais oui, mais pour. Genre directement pour la dose d'entretien? Ouais, si j'ai bien compris, c'est ça la question. Ok. En fait, si jamais tu fais juste le cumul, tu enlèves la dose ici, en fait, il faut prendre en compte le fait que tu avais déjà mis une dose avant. En fait, au tout début, au temps zéro, tu as administré une dose au patient. Cette dose, elle va diminuer et elle va arriver à la quantité minimum. Mais du coup, si jamais tu enlèves la dose, la quantité minimum, elle ne correspond pas à la dose d'entretien. Parce que la dose d'entretien, c'est la quantité, en fait, que tu dois réadministrer pour obtenir la dose. T'as compris? Je sais pas si c'est clair. C'est bon? Ok, nickel. Je sais pas pourquoi il y a des codes derrière, mais c'est bon. Alors, du coup, pas d'autres questions, c'est bon? Ok. Passer à la suite. Question 6. Alors, le principe actif doit maintenant être administré par voie intraveineuse à la dose de 250 mg à un patient dont la fonction rénale est estimée à un tiers de la normale. Donc là, on va reprendre l'énoncé qu'on a eu avant, donc la question 4. Mais là, on nous dit une information très importante, c'est que la fonction rénale donc, de la personne là, en tout cas, elle est en insuffisance rénale. Pourquoi elle est en insuffisance rénale? En fait, on nous dit que la fonction rénale est égale à un tiers de la normale. Et là, il faut faire attention. Le 1 tiers, il s'applique à la fonction excrétée dans les urines et pas à la fonction totale. D'accord? En fait, comme là, c'est une personne en insuffisance rénale, c'est juste la fonction rénale qui est altérée. La fonction métabolisée, elle, n'est pas altérée. Ok? Et du coup, on utilise bien le cas 1-2, normal. Donc ça, vraiment, c'est ça qui va nous faire la base de notre explication. Maintenant, la quantité totale à l'infini de D excrétée dans les urines est égale à 166,67 mg. Donc ici, on va avoir besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, les cas ici, le cas 1-2 normal, on ne le connaît pas. On n'a pas encore calculé. Donc ce qu'on va faire, on va calculer les valeurs de K, K1,2 et K1,3 normaux. Donc on va le faire. Alors, le cas normal, on l'avait calculé avant, on avait dit que c'était 0,063 heure-1, avec le ln de 2 sur T1,2. Maintenant, le K1,2 normal. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire la formule? Il y a une formule dans le cours qui explique cette formule. Vous n'avez pas? Ok. Donc ici, c'est quoi? C'est la fonction 1,2 excrétée dans les urines fois le K. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le K1,2 normal, on est d'accord que ce n'est pas la constante K totale. Donc ici, on va prendre la fonction excrétée dans les urines fois la constante normale. En fait, c'est un peu comme si on avait la quantité. Faire une analogie avec la quantité. La quantité excrétée dans les urines à l'infini, c'est quoi? On avait dit que c'était la fonction 1,2 fois la dose. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie qui est excrétée dans les urines, donc c'est la fonction excrétée ici, et la dose qu'on avait au départ. Là, c'est pareil. Le K1,2 ici, c'est la fonction excrétée fois le K normal. Donc ici, on a une partie qui est excrétée dans les urines, donc on multiplie la fonction excrétée ici, donc le F1,2, fois la constante de l'ensemble, donc des urines et de la métabolisation. Ça vous va? Je réexplique. Tout le monde? Ok, nickel. Du coup, cette partie-là, on peut la calculer. Donc ça vaut F1,2. On l'avait calculé avant, c'était 86%. Donc 0,86.
Et le cas normal, on l'avait calculé juste en haut, c'est 0,63. Ce qui va nous donner 0,054. Voilà. Ensuite, le cas 1,3 normal. Alors ici, normalement, vous pouvez me donner la formule. Avec les deux valeurs qu'on a calculées en haut, comment on peut obtenir le cas 1,3 normal? Il y a deux façons de. Il y a deux façons, ouais. Mais il y a une façon qui est plus simple que l'autre. K égale K1,2 plus K1,3. Très bien. Donc maintenant, le cas 1,3, comment tu l'obtiens? C'est juste une équation. T'inquiète. Connaissons ma vague. Elle n'est pas comme K moins K1,2. C'est ça. Donc on prend le K ici, là, moins K1,2. Ça va donner quoi? Ça va donner 0,063 moins 0,054. Et on obtient 0,008 moins 9. Voilà. Donc là, on a calculé les trois constantes pour la personne normale, pour le sujet simple. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour l'insuffisant rénal. Parce qu'on a besoin de ces valeurs pour calculer celui de l'insuffisance rénale. K1,2, K1,3, l'insuffisance rénale. Du coup, on avait dit quoi? On avait dit que le K1,2 de l'insuffisance rénale, c'est un tiers du K1,2 normal. On va faire le calcul. Le K1,2 de l'insuffisance rénale, c'est un tiers du K1,2 normal. Le K1,2 normal, on avait calculé ici, c'est 0,054 par moins 20. Et ça fait 0,018 par moins 20. Le K1,3 de l'insuffisance rénale, c'est simple, il ne change pas. Est-ce que quelqu'un a la raison? Si, avec quelqu'un qui parle. C'est déjà bien. Hein. Car il n'est pas insuffisant métabolique. Eh bien, voilà. Quand on est insuffisant rénal, la fonction du foie n'est pas altérée. Donc forcément, c'est une fonction égale. Donc ça vaut bien 0,09, comme on avait calculé juste en haut. Et ensuite, le cas de l'insuffisance rénale totale, donc c'était la formule qu'on avait expliquée tout à l'heure, c'est K1,2 de l'insuffisance rénale plus K1,3. Mais le K1,3 il ne change pas. Et le K1,2 de l'insuffisance rénale, on l'avait calculé juste avant. Donc ça va donner 0,018 plus 0,009, ce qui va donner 0,027. R moins 1. Donc, ici, la question nous disait la quantité totale à l'infini de D excrétée dans les urines est égale à 166,67 mg. Donc, on va faire le calcul suivant. Là. Alors, le Q2 à l'infini de l'insuffisance rénale, ça va être quoi? Ça va être la fonction excrétée fois la dose. Mais attention ici, ce n'est pas la même fonction excrétée que la fonction du sujet simple. Ce n'est pas 86%. Parce que là, on trouvait sur l'insuffisance rénale. Donc forcément, c'est un fonctionnement bien. Donc, ça va être égal à K1,2 de l'insuffisance rénale sur K de l'insuffisance rénale. Fois la dose. La dose, elle ne change pas. Donc, c'est 250 mg. Le K de l'insuffisance rénale, c'est 0,018. Le K de l'insuffisance rénale, c'est 0,027. Et la dose, 250 mg. Et on obtient bien 166,67 mg. Donc la 26 avec là. Allez, voilà. Ouais. Donc,
La quantité totale à l'infini de D exprimée dans les urines est égale à 4 fois. Il y a quelqu'un qui demande si on pouvait pas faire un tiers de fonction extrait normale. Ah, mais c'est plus simple. On a fait un. En fait, pour le K12 de l'insuffisance rénale, on a fait exactement ce calcul. On a fait un tiers fois le K12 normal. Il y a quelqu'un qui demande si on pouvait pas faire pour la fonction excrétée. Non, ok. Ah, pour ça Tu fais directement dans la formule. Ok. Bon, bah ouais. Bon, en vrai, on aurait pu le faire, ouais. Ah, c'est vrai. Mais vu qu'il y a plein de calculs à faire, il vaut mieux le poser dans En fait, dans la correction, on a trouvé mieux de calculer tout en même temps. Comme ça, on allait l'utiliser dans les questions suivantes ou dans les propositions suivantes. Mais c'est vrai qu'on peut le faire de cette manière aussi. Alors, maintenant, d'autres questions? Ok, ça marche. Du coup, donc la 27, forcément, elle est fausse, parce qu'on a dit que c'est 136,67. Maintenant, 28, la quantité totale à l'infini de D transformée en métabolique est égale à 35,71. Alors là, c'est juste une soustraction simple. La dose totale, c'est la quantité excrétée par les urines à l'infini, plus la quantité totale métabolisée par le foie. Donc forcément, moi, je veux ça. Donc on va juste faire une équation. Dose moins la quantité excrétée dans les urines. La dose, c'est 250 mg. Et le Q de l'infini, c'est 166,67 mg. Et ici, on l'obtient bien. On obtient bien 83,33 mg. Je ne sais pas. Il y a un qui a son micro ouvert. Quelqu'un a son micro ouvert. Alors, on entend chez lui, là. Alors du coup, la 28, elle est fausse. D'accord? En fait, la 28, comment on l'a trouvée? Pardon. Voilà, je m'emballe. Du coup, en fait, là, ici, la quantité métabolisée, on aurait pu penser qu'elle serait égale par rapport à la personne normale. Parce qu'on a déjà dit que la fonction K13, elle est égale entre le normal et la suffisance rénale. Mais ce qu'il faut faire gaffe, c'est que ici, là, on utilise également la fonction, en fait, la quantité excrétée dans les urines. Donc, elle ne sera pas pareille. Vu que ça change par rapport à l'insuffisance rénale et par rapport à un sujet simple. Donc, il faut bien faire le calcul et pas se dire que ça, je fais juste 250 moins le truc qu'on avait trouvé par rapport à la fonction métabolisée. Ça va? Du coup, il fallait bien faire le calcul et pas tomber dans le piège que, comme le K13 est égal dans les deux côtés, forcément, le Q3 infini sera égal. D'accord? C'est juste une précision que je voulais faire. Donc, ici, la question 23, elle est fausse. Question 24, du coup, la demi-vie biologique est égale à 25,67 heures. Donc là, c'est juste un calcul de demi-vie. Donc la demi-vie de l'insuffisance rénale, ça va être égal à ln de 2 sur K, mais celui de l'insuffisance rénale. Le cas de l'insuffisance rénale, on l'avait calculé, c'était 0,027 heures moins. Et on obtient 25,67 heures. Bon. Là, la réponse à 9, elle était vraie. Et enfin, la question 30, la durée d'action du médicament pour ce patient est égale à 83,25. Donc ici, on doit recalculer le taux. Donc le taux, on rappelle, c'est ln de C0 moins ln de la concentration minimale efficace sur K. Mais ici, c'est le cas de l'insuffisance rénale. Il ne faut pas tomber dans le piège de prendre le cas en donc, ici, on calcule dans le cas du sujet insuffisant rénal. Donc le C0, il ne change pas. Le C0, donc c'est 2 sur VD, donc il avait calculé, c'était 7,1. Le C minimum, il ne change pas aussi, 0,75. Et le cas de l'insuffisance rénale, ici, change par contre, c'est 0,027. Donc ici, on trouve bien 83,25 heures. Donc la 30, elle était vraie. Voilà. Donc
Donc là, c'est au tour de Lina de faire la question 7. Ok, petite question rapide, on change de sujet, on va parler des biotransformations. Pareil, si vous pouvez participer, ce serait bien. Le foie est l'un des organes capables d'effectuer la biotransformation des principes actifs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Oui, c'est vrai. En effet, il y a le foie, il y a l'intestin, notamment. Bien sûr. Ensuite, les réactions de phase 1 et de phase 2 permettent d'obtenir des métabolites plus hydrosolubles et donc de favoriser leur excrétion rénale. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vu dans le cours, on a plein de fonctions pour que ce soit plus hydrosoluble et donc de favoriser l'expression. Ensuite, les réactions de phase 2 sont des réactions de fonctionnalisation. Elles comprennent des réactions d'hydrolyse et d'oscillation. C'est faux. C'est vrai. Voilà. Enfin, oui, c'est faux. Tu as raison. Moi, tout le temps, il faut que j'aille 1, fonctionnalisation, 2, conjugaison. Trouvez-vous des mots techniques pour les trucs comme ça. Moi, j'étais là en mode, tu te fonctionnalises avant de te conjuguer. Genre, j'essaie de trouver des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ensuite, les réactions de phase 2 peuvent donner naissance à des métabolites dont la masse molaire est supérieure à celle du pH. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, pas forcément. Ça peut être les deux. Ça peut être supérieur, inférieur. Ça dépend. Mais c'est vrai que souvent, c'est inférieur. Mais c'est pas systématiquement inférieur. Ok. Les métabolites obtenus après biotransformation des principes actifs sont toujours actifs sur le plan pharmacologique. Alors, je dis bébé chez la piste. Non, c'est faux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, parce que pareil, ça peut être actif comme inactif. Par exemple, on a les prodrogues. Ensuite, question 8. Ah oui, et oui, j'ai relevé une petite erreur que j'avais fait tout à l'heure. À la question... C'est pas dans la correction, mais je me suis remarqué en relisant. À la question 4, quand on a calculé la quantité excrétée, j'avais mis, vous vous rappelez, exponentielle de moins 4t, j'ai mis fois 11. Mais c'est pas fois 11, c'est fois 24 heures. C'est logique parce qu'on avait une quantité excrétée en 24 heures et pas en 2 heures. J'avais mis la 2010 en exprès, mais c'est pas ça. Ouais. Ok. Du coup, question 8. On administre un pH par différentes voies et on mesure les paramètres suivants. Donc ici, on a un tableau, je vais le refaire ici. Donc on a la voie ici, soit intraveineuse, ou soit orale. À gauche, on a la dose en milligrammes. Et le SSC en unité choisie comme ça. Quelqu'un peut me dire c'est quoi le SSC? C'est pas forcément d'explication, juste le nom, l'abréviation du mot. Non. Ok. Alors le SSC c'est surface sous la courbe. En fait on parle de la courbe en fait de la concentration. Donc en fait la courbe elle va monter et après elle va descendre au fur et à mesure car elle est excrétée et métabolisée. Et en fait on prend l'air sous la courbe et en fait ça permet de voir l'efficacité du médicament et la quantité de médicaments aussi. Donc ici la dose IV on a dit ici que c'est 50 mg, là 350, ici 6 et ici 6. Donc ici on dit par voie intraveineuse la biodisponibilité est de 0,1. Alors on a vu avec Ina que lorsque la biodisponibilité lorsque c'est en intraveineux, c'est toujours égal à 100%. Ou 1. Rapporté en langue décimale. Donc ici, la 36, elle est fausse. Jamais on trouvera un médicament en intraveineux à moins de 1. Toujours 1. L'effet de premier passage hépatique a transformé 76% du pH en métabolite. Alors, une autre formule, alors je ne sais pas si elle est très bien expliquée dans le cours, mais l'effet de premier passage hépatique, c'est 1 moins
la fraction, donc la biodisponibilité. Ok? Donc ici, il faut calculer le F. Le F, ici, on l'a pas. Donc le F, c'est quoi? C'est la dose intraveineuse sur la dose dans une autre voie. Ici, on a choisi la voie orale. Fois le SSC, mais cette fois-ci, on inverse. L'oral vient en haut. Et l'intraveineux va en bas. Donc ici, ça, c'est une formule très importante à... Donc, ici, la dose intraveineuse, ici, elle est à 150 mg. La dose par voie orale, tu vois? Ouais, ok. 150, donc en bas, ça va être 350. Le SCC, on inverse les voies. Donc la surface sur la courbe de la voie orale, c'est 10. Et celle de l'intraveineuse, c'est 6. On fait le calcul, on obtient 71,071. Voilà. Donc ici, moi, je ne veux pas aller au 0,71, ça c'est juste la biodisponibilité. Moi, je veux l'effet de premier passage hépatique. Donc ça va être 1 moins 0,71. Ce qui va donner 0,29 ou 29%. Donc là, c'était le piège dans la question. Ici, on vous a juste donné la Pardon, je suis emmêlé par ça, pardon. Alors, du coup, ici, c'est 29% d'effet de premier passage hépatique. Donc, le principe actif est dégradé. 29% du principe actif est dégradé par voie hépatique via le premier passage hépatique. Donc ici, la réponse, elle est fausse. On a compris pourquoi c'était faux? Ok. Du coup, 71% du PA se retrouve dans la circulation générale. Donc ici, la réponse, elle est vraie. Pourquoi elle est vraie? Parce que la biodisponibilité est égale à 0,108. Et la biodisponibilité, c'est la quantité retrouvée dans le sang. Donc ici, c'est bien vrai. Ensuite, la question, la biodisponibilité du PA par voie orale est de 29%. Alors le 29%, c'est là où il y a le piège. Le 29%, on aurait fait cette erreur si on aurait pris l'effet de premier passage hépatique. Mais là, on nous demande la biodisponibilité. Donc ici, c'est bien le 0,71 ou 71%. Ici, la 39 est fausse. Et 40, aucune de ces propositions n'est exacte. Bah là, c'est faux parce que la 38 était bonne. Donc c'est faux. On a compris? Ok. On va passer à la question 9. Donc là, c'est un exercice qui tombe souvent aux examens, donc par rapport au sirop. On désire préparer un sirop simple. Pour cela, on mélange 600 kg de saccharose. Donc, la masse de saccharose, 600 kg. De saccharose avec un volume adéquat d'eau. On rappelle que la masse volumique de saccharose vaut 1,590 kg par litre. On nous donne la masse volumique de saccharose, 1,590 kg par litre. On nous demande de calculer la quantité d'eau nécessaire. Donc, ici, une notion dans ce genre d'exercice qu'on doit apprendre, et c'est dans le cours en gras, en rouge même, c'est que pour faire un sirop simple, on a besoin de 1800 g de saccharose plus 1000 g d'eau. Et on formera, du coup, 1800 plus 1000, 2800 g de sirop. Simple. Donc ça, c'est vraiment une notion. S'il y a une notion que vous devez apprendre dans le sirop, c'est ça. Ce calcul-là. Du coup, ici, on a quoi? On a la masse de saccharose. Moi, je veux la masse d'eau pour compenser ce saccharose. Donc, on va faire un produit en 3. On a 1800 g de saccharose. Donc ici, en fait, comme on nous demande de calculer en kilogrammes, parce que dans la proposition, c'est donné en kilogrammes, on va tout passer en kilogrammes pour que ce soit plus simple. Donc le 1800 g de saccharose, il va donner 1,8 kg de saccharose. Et le 1000 g d'eau va devenir 1 kg. Donc pour 1,8 kg de saccharose, on a 1 kg d'eau. Donc pour 600 kg de saccharose,
comme dit dans l'énoncé, on cherche la masse d'eau. Donc ici, la masse d'eau, elle va valoir combien? Elle va valoir 1 fois 600 kg divisé par 1,8. Donc 1 fois 600 kg divisé par 1,8. Et ça va me donner environ 333 kg. 333 kg. Donc ici, la réponse 41, elle était vraie. Alors, la quantité d'eau nécessaire, maintenant, on la donne en volume. Mais on sait quoi? On sait que la masse volumique de l'eau, c'est 1 kg par litre. Donc là, on va dire que la masse d'eau, elle correspond au volume d'eau, en fait, dans la même valeur numérique. Donc ici, le 333 kg, donc comme dans 1 kg d'eau, dans 1 litre d'eau, il y a 1 kg d'eau, forcément dans 333 kg d'eau, on a 333 litres. Ça va? C'est bon? Donc du coup, le volume d'eau, c'est 333 litres. Ça me dit. Les camemberts, ça va être faux. Du coup, la réponse 42 était fausse parce que là, on utilisait 214 litres. Alors, la quantité de sirop simple fabriquée est de 933 kg. Donc ici, on a la masse d'eau, on a le volume d'eau. On cherche maintenant la quantité de sirop qu'on va pouvoir faire avec. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire quoi? On sait qu'en fait, dans le sirop, on a du saccharose et de l'eau seulement. Du coup, on va faire quoi? On va dire que la masse du sirop, ça va être égal à la masse du saccharose plus la masse de l'eau. La masse du saccharose, on sait déjà, on la donne, c'est 600 kg. La masse d'eau, 333 kg. On obtient 933 kg. Ça correspond bien à la question 43, à la réponse 43. Maintenant, on veut le volume de sirop. Donc là, attention à ne pas tomber dans le piège. Lorsque j'ai dit que 333 kg, c'est 333 litres d'eau. Pour le sirop, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre leçon qu'il faut apprendre, c'est que la masse volumique du sirop simple, c'est 1,32 kg par litre. Donc ici, on n'est pas sur une masse volumique de 1. Si on aurait été dans une masse volumique de 1, on aurait dit que 933 kg de sirop représenterait 933 litres. Or là, c'est pas le cas. Donc, comment on va calculer ça? On sait quoi? On sait que la masse volumique, comment on calcule la masse volumique du sirop? Un rappel de physique. C'est la question. On va poser la question. C'est la réponse. Le cours NDF. Ah, ça s'appelle du cours aussi. C'est pas peut-être. Ah, mais peut-être. Peut-être 43. C'est quoi le 43? Ah non, ah pardon. Je cherche pas. J'ai pas demandé la valeur numérique, j'ai demandé comment on calcule avec une formule. L'euro, la masse de population. Ouais, Je pas été clair. Ouais, ça, j'ai pas été clair. Rho est égal à M sur V. Très bien. Donc c'est la masse du sirop sur le volume du sirop. La masse du sirop, on l'a. Vous l'avez calculé, c'était 933 kg. Le rho du sirop, il faut le connaître, c'est 1,32 kg par litre. Moi, je veux le volume du sirop. Donc, on a juste à mettre ça en haut et le rho du sirop en bas. Le volume du sirop, ça va être égal à quoi? À la masse du sirop sur la masse volumique du sirop. La masse du sirop, c'est 933 kg. La masse volumique du sirop, c'est 1,32 kg par litre. En faisant le calcul, on obtient 707 litres. 707 litres. Donc ici, la réponse 44 est vraie, la réponse 45 était fausse. Donc là,
Et donc, du coup, la masse volumique de saccharose, on ne l'a pas utilisée. Voilà. Voilà, c'est une petite piège qu'on a pu mettre. Ok, dernière question, et après c'est fini, vous pouvez aller manger. Le foie est le principal organe de l'excrétion. Vrai ou faux? Faux. C'est qui le principal organe de l'excrétion? Le rat. Le rein, c'est très bien. Ensuite, la sécrétion tubulaire proximale fait intervenir les transporteurs actifs de certains principes actifs. Vrai ou faux? Vrai. La sécrétion tubulaire, c'est la seule étape qui est nécessaire d'être active. Donc, il faut les transporteurs actifs. L'alcalinisation des urines accélère l'expression urinaire des acides faibles. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on alcalinise, j'arrive pas à le dire, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le pH, donc le pH urinaire. Quand on augmente le pH urinaire, on diminue la réabsorption tubulaire. Et quand on diminue la réabsorption tubulaire, eh ben, on va faire l'excrétion. Item 49, l'excrétion digestive d'un principe actif suivi de sa réabsorption intestinale constitue un cycle entéro-hépatique. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Je suis pas forcément de l'autre. Il n'y a rien de faux dans l'item. Dernier item, pour des raisons de sécurité, aucun principe actif commercialisé n'est traité dans le lait maternel. Faux. C'est faux. Parce que, bah oui, tout est excrété dans le lait maternel. Justement, c'est pour ça qu'il y a plein de logos interdits aux femmes enceintes, parce qu'il y a la barrière placentaire, interdit aux femmes qui allaitent, énormément, ça passe énormément dans la passionalisation. Et donc, dans le lait maternel, on dit pas la phrase, elle est bizarre. La phrase est bizarre. Je suis un peu d'accord quand je l'ai lu. Mais enfin, les profs, des fois, font des trucs un peu bizarres aussi, mais Faut s'habituer. faut s'habituer. Voilà. Donc, Voilà. si vous avez d'autres questions, on est là pour vous. Sinon, il y a le Discord et le forum. Ouais. N'hésitez pas, je le regarde tous les jours si vous voulez poser des petites questions. Mais voilà. Et oui, c'est contre-indiqué, t'as raison. Autre question. D'autres questions? Hein? Bonne soirée. Bonne soirée à vous, bon courage. Bon courage et à la prochaine. À la prochaine. Allez.